Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires de l'été. Chaque édition, nous vous proposerons les meilleurs reportages magazines de cette saison. Voici d'ailleurs le premier reportage de cette édition. Il faut savoir que j'ai commencé le modelage à l'âge de 10 ans. Donc depuis mes 10 ans, j'ai très vite été confronté à la vision très limitée que peuvent avoir la plupart des gens sur la céramique. Il faut savoir que moi j'utilise les outils numériques depuis mes débuts. Je modèle et vu qu'en fait j'ai des jeux d'emboîtement et pour que les emboîtements soient vraiment parfaits, je remodélise avec des logiciels d'impression 3D avant, que j'imprime après en 3D et que je moule ensuite. Donc en fait les outils numériques, moi ça a toujours fait partie de mon processus de création et du coup j'avais envie de créer une esthétique qui soit un peu numérique, futuriste pour cet événement-là, pour justement montrer que la céramique c'est pas que de la tradition. Et du coup, voilà, ça c'est l'idée, c'est de prendre une esthétique très très futuriste. Moi je n'oublierai jamais, qu'importe si tout entre nous. J'ai fait quand Dune est sorti en plus, donc on avait un peu cette influence-là. Mais l'idée, voilà, c'était de garder l'idée d'emboîtement avec des éléments qui s'emboîtent et qui se suivent, et essayer de créer une fresque qui surprenne un peu les habitants de Limoges, parce que vous, la porcelaine, ça fait partie de votre ADN. Donc l'idée c'était de prendre un pied de nez et essayer de les surprendre au mieux. Et moi j'ai voulu prendre ce pied de nez et faire quelque chose qu'on n'avait jamais vu, c'est-à-dire coller dans la rue de la céramique. Et ma première direction ça a été de reprendre l'idée du graffiti. Et en fait reprendre des graffitis en photo, attendre qu'ils soient effacés et les refaire en céramique exactement au même endroit. Il faut savoir que moi je suis très lent, donc je me casse énormément la tête. Une fois que je sors une pièce, c'est que vous pouvez être sûr que j'ai fait 10 000 autres options pour être sûr que c'était absolument la bonne. Effectivement, en plus, du coup, vous avez parlé des retraits. Moi, je fais que des jeux d'emboîtement, ce qui peut paraître complètement lunaire avec la porcelaine. Donc ouais, j'ai un côté un peu très perfectionniste que je m'impose à moi-même, mais du coup, le résultat est d'autant plus intéressant à la fin quand ça fonctionne. Je vous propose maintenant de découvrir une femme très atypique qui a eu 1001 vies. Après avoir découvert l'univers de la parfumerie à 40 ans, à 88 ans, Yolande Barra gère toujours un institut de beauté à Grenoble et vient de lancer 2 parfums sous sa propre marque. Pour Télé Grenoble, Camille Avon nous raconte la longue route semée d'embûches de cette femme libre. Regardez. À 88 ans, elle a vécu 1001 vies. C'est dans cet institut à Grenoble que Yolande Barra gère désormais son entreprise. Mais avant d'en arriver là, le chemin est long. À ses 39 ans, alors qu'elle est mère au foyer, elle décide de se lancer dans la parfumerie de luxe à Modane, sa ville d'origine, un domaine où elle n'avait aucune connaissance à l'époque. Mais pour Yolande, ce défi ne lui fait pas peur. Alors elle décide d'aller toquer chez Dior et chez Yves Saint Laurent pour qu'elle devienne une de leurs revendeuses de parfums. J'ai ouvert avec Dior, Ritz et Saint Laurent. Et c'est comme ça que j'ai pu ouvrir ma première parfumerie sélective. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, son affaire marche et on lui propose un poste de directrice à Grenoble. Alors, elle déménage et commence à gérer 3 affaires à elle seule. Mais un événement vient tout gâcher quand un de ses collaborateurs lui fait signer un contrat déguisé, lui permettant de racheter tous ses instituts pour un franc symbolique. Yolande perd tout, mais ne se laisse pas abattre et elle décide de lancer sa propre gamme de cosmétiques à son nom, avec un logo qui semble, pour Yves Saint Laurent, trop ressemblant. J'ai été convoquée par lettre, par courrier, à Paris, chez Yves Saint Laurent, pour discuter un petit peu de mon logo. Quand je sonne, le représentant vient m'ouvrir la porte et me dit « Mais tu es arrivée toute seule ?» Je lui dis « Pourquoi ?» Eh bien, parce qu'ils sont tous là, ils vont te dévorer. Oh ben, je lui dis « Je suis dur à manger, hein. » J'ouvre la porte et là, dans une grande salle toute vide, le directeur France, le directeur international, 2 avocats et le représentant. Et là, le fou rire me prend parce que je vois, mais je dis, attends,
Ils sont tous là, l'air sérieux, pour une histoire, pour une petite histoire à voir. Au final, Yolande conserve son logo. À cause du Covid et de l'inflation, elle a dû trouver un moyen d'arrondir les fins de mois. Alors elle a eu l'idée de lancer son propre parfum. Et comme Yolande fait toujours les choses en grand, elle en a créé 2, le 88 et le renversant. Un projet à l'image de cet octogénaire selon ses amis. Entreprendre ce projet qui va être une réussite certainement. Je trouve ça fantastique. Ce projet de parfum, c'est une folie, mais elle est capable de plein de folies. Et de la folie, Yolande en déborde et compte en déborder encore un bout de temps. Voilà, il a été l'acolyte de Donkey Kong, mais c'est au volant de son kart que Mario, bien sûr, est devenu une star interplanétaire de jeux vidéo. À Épinal, il est possible de se mesurer en vrai aux bananes, champignons et objets en tout genre du célèbre jeu vidéo. Pour Vosges TV, Livia Buchelet et Anne Didier ont pris les commandes de ces cartes électriques tout à fait inédits. Regardez. Pas de Mario, Luigi et consorts en vue, et pourtant on s'y croirait. Ici, les bananes et champignons sont remplacés par des projections dites gobo, représentant lapins, carottes et autres images décalées qui apportent bonus ou malus. Immersion dans un nouveau lieu de loisirs spinalien, le e-drift. C'est en fait, entre guillemets, un remake de Mario Kart. On a voulu lier le réel et le virtuel. Donc ici, logiquement, en Belgique, ce genre d'activité fonctionne, mais tout en projection. Et nous, comme je dis, on a voulu vraiment mettre le réel pour que les gens ne se retrouvent pas comme s'ils étaient devant leur console. Il faut vraiment qu'il y ait un peu de choc. D'ailleurs, vous voyez bien, les gens s'amusent en fonçant dans les barrières et tout. Et donc, on est les premiers en France à faire ce genre d'activité. Ce soir-là, ils étaient une vingtaine et pour tous, le drift, discipline consistant à faire glisser son véhicule tout en le maîtrisant, c'était une première. C'est très glissant, effectivement, un peu dur de prendre les marques, mais on s'habitue, et c'est assez fun. À force, on arrive à maîtriser l'engin, mais non, franchement, c'est à faire, c'est vraiment rigolo. Et pour la vitesse 20 km/h maximum, en fonction du niveau, les trikes électriques, ces tricycles équipés d'une roue de BMX à l'avant et de 2 roues de karting à l'arrière, sont bridés pour être maîtrisés par leurs utilisateurs. Et à côté de l'aspect loisir, les gérants se projettent un peu plus loin. On voudrait que des cours de sécurité routière viennent ici un petit peu pratiquer, parce que franchement, maîtriser un véhicule comme ça qui glisse, c'est un bien pour plus tard, pour quelqu'un qui va conduire une voiture. Parmi les autres projets, la création d'une franchise pour monter un réseau en France. En attendant, pour en profiter dans les Vosges, comptez une vingtaine d'euros. Nous partons pour la Bretagne où Clément transforme les peaux d'ananas en bijoux et en portefeuille. Ce jeune artisan a réussi à remplacer le cuir animal par un cuir 100% végétal. Les peaux des fruits sont récupérées auprès de l'entreprise Brésil, spécialisée dans la production de rhum à Plougastel d'Aoulas. Chaque pièce est unique par sa manufacture et ses matières. Un reportage d'Enora Lenôtre pour notre partenaire sur place, TBO. Bonjour à tous, moi c'est Clément Collin, je suis artisan designer écologue et je vais vous montrer comment je transforme une peau d'ananas en quelque chose utilisable en maroquinerie, en bijouterie ou en design. Et là du coup on va faire un porte-monnaie avec tout ce qu'il y a là. Hop, on va commencer par les petites pochettes. L'idée de transformer les peaux de fruits pour proposer une alternative végétale au cuir animal, c'est né d'une problématique de développer des nouveaux procédés de fabrication plus écologiques, de nouvelles matières plus écologiques, de mettre tout ça en place et de montrer en fait qu'on peut faire très propre. C'est une matière qui se travaille différemment du cuir animal, où il a fallu un peu réadapter le savoir-faire et donc pas utiliser exactement les mêmes outils et pas utiliser exactement les mêmes gestes. Pour me fournir en peau d'ananas, je fonctionne avec Brésil, qui est une petite entreprise à Plougastel qui fabrique du rhum arrangé. Donc je viens chez eux récupérer les peaux parce qu'ils utilisent beaucoup d'ananas. Pour préparer la peau, ça va me prendre 3 semaines. On est sur globalement 8-9 heures de travail pour un porte-monnaie. Arrivé
ici, je vais pouvoir vous montrer les produits finis. On peut retrouver les porte-cartes donc avec de la peau d'ananas. Les porte-monnaies, pareil en peau d'ananas. Je fais aussi des bijoux. J'utilise aussi d'autres peaux de fruits, notamment les peaux des cucurbitacées type melon pastèque, melon jaune. Là, on peut retrouver une bague en pomelo teint en rose. Et on retrouve bien le graphisme naturel de la peau de fruits. On peut retrouver mes créations sur ma boutique en ligne lunkicreation.com. Et aussi, on peut retrouver quelques bijoux à la boutique Chat à l'or de Quimper. Connue pour son célèbre circuit, la ville du Mans est aussi un pôle de formation unique en France et en Europe dans le domaine du son. Je vous propose de partir à la découverte du laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, où l'on trouve notamment un cabinet de curiosités et une chambre sourde. LMTV Sarthe, Laure Girard, nous fait découvrir cet endroit aussi étrange que déroutant. Écoutez et regardez. Solène est en première année de licence acoustique et vibration. Elle cherche à mesurer les conséquences des fréquences sonores sur une structure. On va avoir un point ici qui va être fixe, et donc ça c'est un nœud. La vibration qui est ici se propage dans l'ensemble de la poutre, et donc si on change la fréquence, on va obtenir un autre résultat. Et donc après, ça s'applique pour n'importe quel solide, ça peut être un bâtiment, toutes les vibrations auxquelles peuvent être amenées à un bâtiment, même quand le tramway passe, ce genre de choses. Au LOM, ou laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, le son est un objet de curiosité. Et quoi de mieux pour le mesurer qu'une batterie de haut-parleurs dans une salle sourde ou semi-anéchoïque. Donc ici, on va piloter chaque haut-parleur pour faire des champs acoustiques spécifiques qui nous intéressent, qui peuvent reproduire des excitations qu'on aurait dans l'industrie. Les murs de cette salle, ce sont des dièdres qui sont faits en mousse, et donc ils ont une fonction particulière. Quand un son arrive sur ce matériau, il va être complètement absorbé. Le campus du Mans est doté de 3 salles de ce type. On trouve la plus grande au centre de transfert de technologie à 2 pas du LOM. Des concerts y sont même organisés dans le cadre de la Biennale du son. Au niveau du laboratoire du LOM, c'est le premier laboratoire européen. Il fait partie des 2 ou 3 laboratoires internationaux donc, dans le domaine. Et en termes de formation, on est en fait la seule université en France qui proposons l'ensemble des formations au niveau de l'acoustique, de la première année, licence première année, jusqu'au doctorat, avec un titre d'ingénieur aussi. 500 étudiants venus du monde entier participent à la recherche en acoustique, un domaine où science et créativité s'entendent très bien, vous l'aurez compris. Ouvrons maintenant une page de sport dans ce journal. Commençons avec ce moment unique qu'a pu vivre Lohan, grand supporter des Verts de Saint-Étienne. Grâce au dispositif de robots immersifs mis en place par une association, ce jeune garçon atteint d'autisme a eu la chance de découvrir les coulisses, les vestiaires et de voir les joueurs de son équipe fétiche avant la grande rencontre face à Amiens, sans avoir à subir aucune des contraintes, notamment de se rendre dans le chaudron de Geoffroy Guichard. Regardez ce reportage. Pour la 2e fois de sa vie, Lohan va vivre un match de l'AS Saint-Étienne avec une expérience un peu particulière. Depuis sa chaise, dans son salon, il va suivre l'avant-match, la visite des vestiaires en immersion avec un robot. Le tout avec quelques moments privilégiés à la clé pour ce fan de statistiques. Oui. Quel est le vainqueur de la Coupe de France de la saison dernière? Attends, c'est qui a gagné la Coupe de France? C'était un peu inédit. Toulouse, pardon. Bonne réponse. Ils ont gagné 5-0 Nantes. Allez, dis-moi, ton score pour aujourd'hui? 1 partout. Non. Pour le jeune garçon atteint d'autisme, c'est l'occasion de vivre la rencontre sans tout le stress que nécessite un déplacement à Geoffroy Guichard. Lohan étant autiste et atteint d'hyperacousie, le bruit est quand même quelque chose d'assez dérangeant pour lui. Donc le fait d'être chez lui, derrière un ordinateur, il bénéficie de tous les avantages sans les inconvénients du stade. Au stade, justement, c'est l'association ASSE Cœur Vert qui met tout en place. Depuis 2021, l'association offre la possibilité aux enfants hospitalisés ou en situation de handicap de vivre une expérience au stade grâce à un robot immersif. C'est un événement parce qu'ils vivent un moment un petit peu hors du temps dans leur parcours de malade. Souvent,
souvent ça permet de penser à autre chose. Et puis surtout, les infirmières, les médecins en parlent quelques jours avant, quelques jours après. Donc il y a une certaine continuité et ça leur permet pendant une semaine de penser à autre chose qu'à la maladie. Un vrai moment hors du temps pour les jeunes et une volonté de la part de l'association de faire vivre à un maximum de supporters verts l'expérience du robot immersif. C'est un peu du bouche à oreille, on n'a pas toujours les bons contacts et pour l'instant on arrive à faire un robot sur chaque match, un enfant sur chaque match peut vivre l'expérience robot, mais si on avait le contact de tous les enfants qui ne peuvent pas se déplacer ou qui sont actuellement en train de se battre contre une maladie et qui souhaitent vivre cette expérience, on pourrait doubler. Après près de 2 heures d'immersion, c'est le moment pour Lohan de se poser devant le match et de supporter de tout son cœur vers son équipe favorite. Le braquage de la Banque de France comme si vous y étiez. C'est ce que permet cet escape game dans les anciens locaux d'une banque à Abbeville, en Moselle. Le principe, revivre l'attaque d'un groupe armé qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'occasion de faire travailler ses ménages et de se replonger aussi dans l'histoire. Un reportage de notre partenaire WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, sur place. C'est un hold-up! Que personne ne bouge, ceci est peut-être le casse du siècle. Mitraillette en main, il n'aura pas fallu longtemps à cette bande de copines pour se prendre au jeu de l'escape game. Et vous bougez plus surtout! Dans la peau de résistants des forces françaises de l'intérieur, les participantes, projetées en pleine Seconde Guerre mondiale, n'ont qu'une mission, dévaliser le coffre de la banque. Et pour cela, il va falloir faire travailler sa matière grise. On trouve pas le code, mais on va finir par le trouver. On a déblayé tous les tiroirs, là-bas on a mis à peu près... On trouve des trucs mais ça sert à rien. Il est mal embarqué ce braquage? Un peu, ouais. Code, énigmes et autres casse-têtes retors, tout est fait pour rendre la tâche des joueurs difficile. Il faut user de patience et de coordination pour espérer approcher le butin. Et pour cause, la scène prend place dans l'ancienne Banque de France d'Abbeville, de son guichet à la salle des coffres. Moi j'aime bien les activités comme ça, c'est bien, faut chercher, trouver des indices, tout ça. J'avais jamais rentré dans une ancienne banque, donc même pour les enfants, niveau culturel, c'est génial. Et si l'immersion est totale, c'est aussi parce que ce braquage a bien eu lieu. En juillet 1944, une poignée d'hommes dérobait ici l'équivalent de 18 millions d'euros sur le point d'être transférés en Allemagne. Un fait historique presque oublié, dont l'escape game se charge de préserver la mémoire. On n'est pas sur un cours magistral, sur du papier. On a un pied dedans en fait, puisque l'escape game a beaucoup de clins d'œil historiques, comme le mot de Verlaine qui a été utilisé justement sur la Seconde Guerre mondiale avec un petit clin d'œil au film Le Jour plus long. Ils vivent l'histoire en fait. C'est des résistants qui viennent réellement braquer la Banque de France. Après plus d'1 heure d'effort, l'alarme retentit et les billets, répliques de l'époque, pleuvent. Bien sûr, le casse est fictif, mais les braqueuses repartiront tout de même avec quelques notions d'histoire. Je vous propose maintenant d'ouvrir une page d'histoire avec le dernier ouvrage de Jérôme Cordelier. Le rédacteur en chef du service politique du Point nous livre une série de portraits de résistants chrétiens qui, après la Seconde Guerre mondiale, se sont engagés dans la reconstruction du pays, mais aussi de l'Union européenne. Ils sont français, allemands ou italiens et ils ont tous relevé le défi de fonder une Europe de la paix. Un message qui reste toujours d'actualité. Christophe Rigaud a rencontré l'auteur d'Après la nuit, Jérôme Cordelier. C'est une page d'histoire méconnue qu'a voulu mettre en lumière Jérôme Cordelier dans son dernier ouvrage, Après la nuit. Le journaliste y raconte le destin d'hommes et de femmes, tous chrétiens, qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont décidé de relever la France, mais aussi de participer à la construction de l'Union européenne. Des personnalités fortes comme Robert Schuman ou Konrad Adenauer. J'ai été vraiment étonné par cette figure de Konrad Adenauer qui réussit juste après l'après-guerre à sauver l'Allemagne de la ruine, la remettre debout et ensuite à initier l'Europe. Si cet homme n'était pas habité par une idée qui transcende un petit peu son propre cas et qui ne soit pas seulement l'intérêt général mais quelque chose qui est encore plus supérieur, eh bien je pense qu'on n'aurait pas abouti à un tel résultat. Jérôme Cordelier redonne la voix à ces personnalités chrétiennes qui ont fortement marqué cette époque charnière en s'engageant en politique, en économie, mais pas seulement. Ils sont aussi dans le champ
culturel, le champ social. L'abbé Pierre lance Emmaüs en 1949. L'abbé Wresinski lance Athée des Quart-Mondes aussi dans les mêmes eaux. Les chrétiens, ils remettent la France sur la rail. Ce ne sont pas les seuls, évidemment. On me fait souvent la réflexion en me disant est-ce que vous pensez... Mais non, les chrétiens n'ont pas le monopole de l'intérêt général. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui se sont engagés. Mais ils ont un rôle quand même déterminant et je trouve que c'est un rôle qui est oublié à notre époque. Après la nuit de Jérôme Cordelier est un ouvrage qui résonne particulièrement aujourd'hui, en ces temps troublés, en nous replongeant dans l'histoire de ceux qui ont posé les fondations d'une Europe de la paix. Depuis 5 ans, les frères Millon-Rousseau, distillateurs, louent une cave atypique à la commune de Méaulan-Revel dans les Alpes de Haute-Provence et la partagent d'ailleurs avec la coopérative laitière de la vallée qui fait maturer ses fromages depuis une vingtaine d'années. Dans la vallée de l'Ubaye, la distillerie artisanale La Bananche fait vieillir le seul et unique whisky du sud de la France dans un ancien tunnel ferroviaire. C'est un sujet d'Arthur Soriba pour La Provence à consommer avec modération. Ce whisky donc, qui a un peu plus de 3 ans de vieillissement. Dans la vallée de l'Ubaye à Méaulan-Revel depuis 5 ans, la distillerie artisanale La Chananche fait vieillir son whisky dans un ancien tunnel ferroviaire. Ce nom Lavère qui est un peu atypique, du moins sur l'orthographe, c'est un vallon de montagne qui est pas très loin de la distillerie, à quelques minutes en voiture. Et le tunnel de vieillissement dans lequel on opère donc le vieillissement de ce whisky est au pied de ce vallon. C'est pour relier toutes les préfectures et sous-préfectures de France au réseau ferré national que la percée du tunnel entre Chorgues et Barcelonnette avait débuté en 1909. Ralentis par la Première Guerre mondiale, les travaux sont définitivement abandonnés en 1935. Eh ben, il y a de l'eau. La raison avancée, le projet du barrage de Serre-Ponçon va noyer certains tronçons. Nous avons décidé d'investir ce lieu, déjà parce qu'il y a beaucoup d'espace, puisque les barriques doivent rester 3 ans sur place, donc forcément ça s'accumule. Et puis c'est une cave très intéressante de par le taux d'humidité dans l'air. Là on est à 90% d'humidité dans l'air, donc c'est très humide. Et puis le peu de variation de température d'une saison à l'autre. Et donc ça c'est très très intéressant pour booster le vieillissement du whisky et ça apporte un vieillissement particulier, une signature particulière. Donc des barriques qui viennent de vins blancs d'appellation, de domaines assez renommés, je pense surtout à mes barriques de Sauternes. Et puis plus récemment des barriques de Nebbiolo. Le Nebbiolo, c'est un cépage de vin italien qui est produit dans le Piémont et en Toscane. C'est très très satisfaisant. Lancée par leurs parents en 1994 avec une liqueur de framboise, la distillerie familiale a été reprise en 2019 par François et Jérôme qui ont fait d'elle la première à brasser, distiller et faire vieillir du whisky en région PACA. On a donc développé un pastis, un gin, une liqueur de menthe. Et puis donc, plus récemment en tout cas, le whisky. Ça permet d'aller chercher de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de travailler, d'essayer, d'innover. Le whisky français est en plein boom et on voulait aussi participer à cette aventure du whisky français. Voilà, et puis Lucien Magana est luthier depuis près de 30 ans. Il fabrique des guitares dans son atelier de Sionzier en Haute-Savoie. En plus de rechercher le son parfait, il s'amuse avec l'esthétique pour faire de ces instruments des objets uniques. Chacun d'entre eux a été fait sur mesure, vous allez le voir. Ce travail minutieux nécessite plusieurs heures, voire plusieurs années de labeur. Pour 8 Mont-Blanc, Kezia Poudou l'a rencontré dans son atelier. Regardez. Avant d'être luthier, Lucien Magana est surtout passionné par la musique. C'est à l'âge de 13 ans qu'il découvre la guitare et plus de 60 ans plus tard, cet instrument de musique détient toujours une place importante dans sa vie. Je suis chanteur-guitariste. Donc quand on chante, la guitare c'est un instrument, on va dire presque favori parce qu'on peut l'emmener partout. Vous asseyez au coin d'une table, vous prenez une guitare et puis ça y est, c'est parti. C'est par passion qu'il a découvert ce métier dans les années 1990. Ne pouvant pas en vivre à 100%, il travaillait en parallèle dans une usine de décolletage. Aujourd'hui retraité, il continue de créer son instrument favori. Au total, il a fabriqué près de 80 guitares et voici la pépite de sa collection. Celle-là, elle est unique. Je l'ai présentée à Paris plusieurs fois. Et jusqu'à présent, personne ne m'a encore copié. Il n'y a pas d'ouverture. Il y a une double table et un double fond. Mais avant de pouvoir sortir de telles notes, ce prototype lui a demandé beaucoup de temps, plus de 2 ans de travail. Les guitares plus traditionnelles nécessitent quant à elles près de 150 heures.
Guitares classiques, folk, électriques ou encore même des ukulélés sont créés dans cet atelier. Sa clientèle étant avant tout composée de musiciens professionnels, la qualité se doit d'être irréprochable. Et cela commence d'abord par le choix du bois et notamment de la table d'harmonie, élément essentiel de la guitare puisqu'elle a un énorme rôle à jouer dans la sonorité de l'instrument. Le PCA est un très bon bois de résonance qui est utilisé depuis le Moyen-Âge pour fabriquer les violons, les violoncelles, etc. Le bois de chacune des parties de la guitare, comme le manche, le fond ou encore les éclisses, a été réfléchi pour optimiser ce matériau au maximum. Suivant si vous voulez une guitare qui brille ou une guitare qui soit un peu plus sourde ou un son qui soit un peu moins brillant ou un peu plus brillant, on travaille exactement sur les barrages qui sont sous la table. Le plus gros de cette commande sur mesure a été effectué. Une fois terminée, elle ira dans une salle spéciale dont l'hygrométrie est mesurée pour permettre à l'instrument une conservation optimale. Voilà, c'était le grand JT des territoires de l'été. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition d'été. Au revoir à tous.